Je vous remercie. Donc, Monsieur le Premier Président, je vous laisse répondre à cette première série de questions. Nous en aurons une seconde ensuite et nous terminerons. Répondre, sinon vous me relancez si vous considérez que je n'ai pas répondu. Sur la question extrêmement sensible de publicité des agendas, la haute autorité n'a pas vocation à contrôler l'activité quotidienne des parlementaires. Donc, comme ça, à titre personnel, je ne pense pas que ce soit utile de rendre publics les agendas des parlementaires. En revanche, ce qui me paraît utile, c'est qu'effectivement puissent être rendus publics les échanges, les contacts qui sont pris entre les élus et les représentants d'intérêt. Je crois que c'est un peu le sens, je dirais, de la législation que vous avez votée. Bon, donc il faut qu'on voit comment on peut progresser là-dessus, mais je peux comprendre tout à fait les réticences, les résistances par rapport à la publicité totale d'un agenda avec tout ce qu'il peut y avoir de privé. La transparence, une fois de plus, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour permettre aux citoyens de comprendre comment se fabrique la loi, comment travaillent leurs élus, comment ils évitent d'être dans des conflits d'intérêts, mais ça n'est pas du voyeurisme. Donc, je réponds, je pense, à la question que vous posez. Sur le registre des lobbies, ça, il ne s'agit pas d'ailleurs de lutter contre les lobbies. Je ne pense pas la question et ce n'est pas le sens de la législation que vous avez votée. Les lobbies existent. Bon, et ça fait partie de la vie, d'ailleurs, démocratique d'un pays. Bon, en revanche, ce qu'il est important de connaître, c'est les actions de ces lobbies pour influer la confection de la loi. Et c'est là où la transparence me paraît nécessaire. D'où ce registre des déclarants d'intérêt et d'où l'intérêt aussi que les contacts entre les uns et les autres puissent être connus, que le citoyen sache effectivement comment se fabrique la loi, qui peut intervenir. C'est pas parce qu'on entend quelqu'un qu'on épouse, d'ailleurs, obligatoirement le point de vue qui est présenté. Mais c'est important qu'on sache qui on a pu rencontrer et que les représentants d'intérêt aussi fassent connaître les actions qui sont les leurs. J'entends ce qui est dit sur peut-être les insuffisants retours. Je verrai ça avec bien sûr le secrétariat général et le collège. La haute autorité n'a pas des moyens considérables. Bon, donc il faut pouvoir effectivement ajuster ces moyens avec la possibilité pour la haute autorité de communiquer aussi et de faire les retours nécessaires. En tout cas, je pense qu'effectivement, ils sont utiles. Il faut aussi faire savoir ce qui fonctionne bien. Je partage ce point de vue. Toujours été un sujet, d'ailleurs, pour le premier président de la Cour des comptes. Bon, nous faisons état des dysfonctionnements. Bon, nous nous efforçons parfois aussi de faire état des bonnes pratiques et de ce qui va bien. Il faut reconnaître que ça a moins d'écho. Bon, parce qu'on s'intéresse toujours davantage aux trains qui n'arrivent pas à l'heure. Enfin, ça dépend des périodes, mais bon, voilà. Donc c'est, mais pouvoir positiver entre guillemets ce qui se fait de bien, je pense que c'est utile et que c'est aussi le rôle
de la haute autorité. Bien évidemment, il y a ces deux rôles. Sur les déontologues et l'accompagnement, la loi n'a pas prévu en tant que tel que nous animions des réseaux de déontologues. Cela dit, il est, je crois, de bonne intelligence que la haute autorité puisse développer le conseil, les formations auprès des déontologues. Et je l'ai évoqué d'ailleurs dans mes réponses au questionnaire du rapporteur, que l'on puisse contribuer à l'animation des réseaux de déontologues, répondre aux questions spécifiques que peuvent se poser les différentes fonctions publiques. Comme les élus, je crois que c'est effectivement utile. Il y a un rôle de conseil et d'accompagnement que doit avoir la haute autorité. Je pense que c'est aussi quelque chose d'essentiel. Sur la constitutionnalisation, bon, j'ai vu que c'était une proposition de Jean-Louis Nadal et de beaucoup de parlementaires. Je trouve que c'est une proposition effectivement intéressante. Je crois que ça donnerait, bien évidemment, ça montrerait, je pense, que la probité est une exigence. Bon, et c'est ce en quoi sa constitutionnalisation peut être très, très utile. Alors, cela dit, je sais combien c'est difficile de modifier la Constitution. Et que, voilà, peut-être que des évolutions dans le cadre de lois organiques à venir seront nécessaires s'il y a lieu, avant même que la constitutionnalisation de la haute autorité puisse intervenir. Sur l'exemplarité, je ne peux pas porter de jugement sur un certain nombre de personnes ou de catégories de personnes que vous avez citées, nommées. J'ai vu que vous aviez décidé de plafonner les rémunérations. Bon, et de plafonner la possibilité de cumuler des retraites avec les traitements ou indemnités perçus par des hauts responsables. Je pense que ça va tout à fait dans le bon sens. Un décret, normalement, doit intervenir. Bon, il ne devrait pas affaiblir la volonté du législateur en l'espèce, mais il peut y avoir effectivement des situations qui interpellent, même si le cumul emploi-retraite est possible. J'ai effectivement pris la décision, vous l'avez rappelé, j'ai estimé que comme premier président de la Cour des comptes, la rémunération qui m'est versée est ce qu'elle est, et que je n'avais pas besoin d'ajouter une pension de retraite pour laquelle j'ai quand même cotisé, bon, et que je pouvais percevoir. Mais bon, voilà, la loi, je pense, permet de régler ce type de situation. La Cour des comptes, d'ailleurs, avait permis de se rendre compte que du coup, on pouvait percevoir des rémunérations plus importantes en situation de retraite qu'en situation d'activité, même en exerçant la même activité. Bon, ce qui peut apparaître effectivement anormal. Sur un certain nombre de faits qui sont évoqués dans le livre de Vincent Jouvert, bon, là aussi, je voudrais dire que quand même la très grande majorité des fonctionnaires sont aussi très, très honnêtes et sont attentifs aux questions déontologiques. Qu'il puisse y avoir quelques situations qui aujourd'hui sont permises dans le cadre des lois. Je pense qu'un certain nombre de dispositions que vous avez prises permettront en tout cas de les limiter. Il faut là aussi être très
très attentif au respect des questions déontologiques au niveau de la haute fonction publique. Il faut que la haute autorité ait les mêmes exigences de respect des textes pour les élus comme pour, bien sûr, les hauts fonctionnaires. Bon, mais je pense qu'il n'y a pas de doute que ce sera la philosophie ou les principes d'action de la haute autorité. Sur les moyens, je ne suis pas en fonction, donc c'est difficile pour moi de répondre à votre question. Les moyens sont-ils adaptés à l'ensemble des missions ? Et je n'oublie pas que, encore aujourd'hui, je suis premier président de la Cour des comptes. Donc avant de poser les questions en termes de moyens, il faut voir si déjà on a capacité de faire face aux missions. Il faut vraisemblablement analyser les risques et puis se focaliser effectivement sur les situations à risque compte tenu des nouvelles missions qui ont été données à la haute autorité. Alors cela dit, ce que j'ai pu constater, c'est que pour le moment, il n'a été tenu aucun compte de la fusion avec la Commission nationale de déontologie et que pour le moment, aucun moyen supplémentaire n'a été accordé. En loi de finances, aucune décision n'a été prise. Ce n'est pas normal. Donc ce sera une de mes priorités si la proposition du président de la République est approuvée par vous, mais je compte bien évidemment en parler au ministre des Comptes publics. Il m'apparaît normal que les moyens qui étaient ceux de la commission de déontologie puissent être affectés, au moins pour partie, puisque vous avez revisité l'ensemble du dispositif, mais au moins pour partie à la haute autorité. Sinon, tout ce qui pourra développer effectivement la culture de la déontologie au niveau européen, si la France peut apparaître comme étant un fer de lance sur l'ensemble de ces sujets, je crois que ce sera apporté au crédit de notre pays. J'ai vu que nous avions reculé dans le classement de Transparence International. Il faut essayer de comprendre pourquoi, alors même que justement, le Parlement, ces dernières années, a voté beaucoup de mesures législatives qui contribuent à la culture de l'intégrité et de la déontologie. Voilà. Et tout ce qui est zone d'ombre, il faut s'efforcer, bien évidemment, de faire en sorte qu'elles soient les moins nombreuses possibles. Jean-Louis Nadal avait annoncé que, je crois, quand il avait tiré son bilan, que la haute autorité avait travaillé sur la publication de sa doctrine en matière de conflit d'intérêts. Je crois qu'il n'avait pas eu le temps de publier ce travail. Je m'efforcerai que cela soit le cas le plus rapidement possible pour que justement la jurisprudence de la haute autorité puisse être la plus claire possible. Je vous remercie.